Euh, donc oui, là, la présentation, on voit le titre GIS et SIG. En fait, théoriquement, on devrait dire SIG, mais dans la vie de tous les jours, la majorité des gens disent GIS. Euh, ou GIS. J'ai déjà vu, surtout en France, du GIS. Euh, c'est juste par habitude, mais sachez que SIG, c'est la bonne abréviation en français. Est-ce que je peux... Oh, excusez, je ne suis pas dans le bon écran. Oui, parfait. Donc, les SIG, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, puis vous pensez que dans le fond, vous n'avez jamais vraiment interagi avec des SIG. Ben, en fait, ils sont un peu partout. En fait, la majorité des gens sont devenus assez habitués d'utiliser des SIG, par exemple avec Google Maps dans le téléphone et Android Auto dans la voiture. Et même les autobus qui nous donnent, qui parlent, qui disent où est-ce qu'on est rendu, qui nous donnent une idée d'où est-ce qu'on s'en va, quel est le prochain arrêt, pareil pour le métro puis le train. Mais tout ça, ça utilise des SIG. Et les SIG, en fait, ce que c'est SIG, c'est Système d'information géographique. Dans le fond, c'est basé sur la géographie, puis ça permet, c'est comme un système qui nous permet de prendre les données, de les analyser, puis de les présenter d'une manière visuelle pour qu'on puisse se représenter des choses en 2D puis en 3D de manière un peu plus facile à comprendre. Puis plus facile à interpréter aussi parce que des fois, on n'arrive pas à se faire une bonne idée de l'étendue des choses ou de l'emplacement des choses qu'on regarde. Donc, ça permet une interprétation plus facile. Les SIG, en fait, ça remonte à très, très, très longtemps. On commence dans l'historique avant, vraiment loin à l'époque moderne, par exemple, les grottes de Lascaux, où est-ce qu'on retrouve des espèces de protocartes de l'espace, des étoiles, mais aussi, par exemple, l'exploration par les colonisateurs comme Christophe Colomb, puis la route des épices, où est-ce qu'aller trouver le chemin le plus rapide pour aller chercher du matériel ou chercher des ressources, ça devenait super important pour, par exemple, la royauté qui voulait faire un maximum de profit. Euh, Si on se rapporte un peu plus proche dans le temps, les SIG modernes, ce qu'on est plus habitué de voir, c'est dans les années 60 que ça a démarré. Où est-ce qu'au Canada, d'ailleurs, ça a démarré au Canada, où est-ce que les premiers systèmes d'information géographique ont été mis en place et formalisés. Puis après ça, dans les années qui ont suivi, c'est une compagnie qui s'appelle Esri qui a vraiment commencé à dominer le marché. Il y a des trucs AutoCarto qui existent encore, MapInfo. Si vous avez déjà utilisé ça, je ne sais pas s'il y a un cours encore à l'Université Laval qui l'utilise, mais il y en avait un que j'ai suivi qui utilisait MapInfo et c'était vraiment bizarre parce que la majorité des institutions académiques au Canada et même dans le monde utilisent Esri, utilisent ArcGIS parce qu'ils ont vraiment pignon sur rue. C'est le plus gros monopole de GIS qui existe au monde. Ils font énormément de produits, mais aussi ils s'insèrent énormément dans les universités pour que les étudiants commencent à apprendre le GIS sur ArcGIS, puis ensuite aillent dans les entreprises, puis ils demandent d'avoir ArcGIS parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Euh, dans les au début des années 2000, il y a certains projets ouverts, des projets open source qui ont été créés, comme par exemple Quantum GIS, qui maintenant s'appelle QGIS. Donc, si vous cherchez sur Internet puis vous n'arrivez pas à trouver vous avez des questions puis vous n'arrivez pas à trouver avec QGIS, des fois, chercher Quantum GIS, ça peut répondre à vos questions, mais ça fait relativement longtemps que Quantum GIS s'appelle plus Quantum GIS, s'appelle QGIS. Donc, je dirais que dans la majorité des cas, les questions sont répondues en utilisant QGIS. Mais sachez que Quantum GIS existait, mais comme maintenant, on n'appelle plus ça du tout Quantum GIS. Il y a aussi OpenStreetMap, qui est encore très dominant de nos jours, qui a démarré à peu près dans les mêmes années, où est-ce que, dans le fond, c'est un peu comme Google Maps, mais c'est contribué par la population. Donc, vous pouvez aller éditer vous-même dans OpenStreetMap si vous faites un compte. Effectivement, Esri domine le marché et c'est super cher. Heureusement, il y a beaucoup d'institutions, comme par exemple l'Université Laval,
qui ont négocié énormément de licences. Fait que pour la majorité des étudiants, ça ne leur coûte rien. Même moi, tout ce que je fais avec ArcGIS, ça coûte rien parce que c'est déjà financé par un gros budget. C'est un peu traître, là. Ils vont dans les universités où est-ce qu'ils subventionnent énormément de licences, puis après ça, sur le marché du travail, les compagnies sont comme Ah, ça coûte cher. Donc, qui utilise les SIG? Les ressources naturelles sont des des utilisateurs assez communs, la foresterie, la biologie. Moi, par exemple, mon projet, parce que finalement, la bio elle date un petit peu, et il faudrait que je l'ai dit. Mais à l'Université Laval, je suis responsable d'un projet qui s'appelle le projet Forêt-Climat. Donc, c'est en foresterie/bio. Puis, c'est un portail qui est basé sur ArcGIS Entreprise. Donc, ArcGIS Serveur, c'est une grosse patente. Puis, ça partage les données gratuitement là, pour le monde qui sont en recherche, mais aussi si des chercheurs se font un compte, par exemple, ils peuvent partager leurs données, puis s'ils peuvent contribuer leurs données à la grosse base de données qu'on utilise pour faire des analyses là, qui croisent des données de vraiment partout en foresterie. Et surtout à la forêt Montmorency, en fait. Le projet a démarré à la forêt Montmorency. Donc, c'est toutes les données historiques, là, une soixantaine d'années de données historiques qui sont toutes rassemblées au même endroit. Puis, en fait, sans ArcGIS Entreprise, malheureusement, on ne pourrait pas faire la même chose. Les transports, évidemment, le transport de personnes ou le transport de matériaux, gros utilisateurs de SIG. Mais là, quand j'avais donné ce cours-là en 2022, ça faisait pas longtemps que cette information-là était sortie. Mais là, ça date un petit peu plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça avait passé dans les nouvelles. Il y avait quelqu'un sur TikTok qui avait commencé à investiguer ce que Zillow faisait avec, justement, avec les SIG, parce qu'il avait trouvé que Zillow achetait des maisons dans un quartier, puis là, il évaluait le prix que ça pouvait être, puis il augmentait les prix artificiellement en manipulant le marché localement, mais c'était une utilisation super sophistiquée des SIG. Puis là, ça a tellement grossi, ça a tellement été analysé que finalement, ils ont juste mis fin à leur projet. Je ne sais pas s'ils ont rembarqué là-dedans un coup que la poussière est retombée. J'avais trouvé ça super drôle. C'était vraiment pas longtemps avant que je donne la formation en 2022, que ça avait comme fait les nouvelles et que c'était assez drôle, mais l'immobilier, en ce moment, c'est énormément des SIG, aller regarder la valeur des choses autour, puis de ce qui se trouve autour pour donner une valeur estimée à la maison ou au condo. Super commun. Et les assurances, c'est de gros utilisateurs pour être capable de déterminer est-ce qu'un désastre nous a vraiment touchés ou pas. J'avais un assureur qui disait qu'eux ils utilisaient vraiment le contour de, par exemple, une tempête qui avait donné de la grêle pour savoir si précisément une maison avait été touchée par la grêle ou pas. Puis des fois, c'est une question d'un bord de rue puis d'un autre bord que finalement, l'autre bord de la rue, il avait donné des coups de marteau sur son toit pour simuler de la grêle, alors que de l'autre côté, c'était vraiment de la grêle. Fait qu'ils font quand même des utilisations d'essais assez précises. Des fois, ils se trompent là, s'ils font ça mal. Mais en général, c'est quand même des bons utilisateurs parce que ça leur rapporte beaucoup d'argent d'avoir une grosse précision sur ce qui est sur l'environnement. Les SIG, c'est aussi extrêmement politique. Là, on va tomber en élection aux États-Unis. Puis, il y a une affaire qui me fascine incroyablement, c'est la notion de gerrymandering. Si vous avez jamais entendu parler de ça, allez sur Wikipédia, puis allez faire une grosse recherche qui va vous prendre une journée sur le gerrymandering, qui est complètement fascinant pour moi. Mais je vous ai mis un lien, je ne sais pas si le lien existe encore. Hier, je me disais, je vais aller voir s'il existe encore. Cet article-là du The Guardian existe encore, mais sûrement. Puis c'était un article qui est quand même intéressant pour expliquer le gerrymandering. Puis c'est une utilisation relativement sophistiquée du GIS parce que c'est du monde, des experts là, qui vont aller faire du découpage de comtés super. Des fois, là, c'est hallucinant ce qu'ils font, là, d'aller faire des liens entre des zones pour s'assurer d'un maximum de votes pour leur parti ou que
s'il y a une zone qui vote de toute façon pour l'autre partie, mais qui soit toutes mis dans un seul coin, puis que ça donne moins de votes au final à l'opposant. Donc, gerrymandering, quelque chose qui me fait complètement halluciner. Mais on a relativement les mêmes affaires qui se passent au Canada aussi, parce qu'ils sont quand même capables d'identifier là, les comtés d'importance pour leur campagne électorale, mais en sachant, justement, en utilisant des signes. Malheureusement, c'était valide en 2002 et ça l'est encore. Il y a des affaires aussi internationales qui se passent qui sont relativement complexes, par exemple la situation en Ukraine et à Gaza, que des fois, avoir une carte, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Puis là, je l'avais mis parce que quand j'avais donné le cours initialement, c'était un moment vraiment actif en Ukraine. Puis des fois, ça devenait compliqué de savoir qu'est-ce qui se passait ou puis on avait de la misère à se faire une représentation mentale de qu'est-ce qui est attaqué ou par où est-ce qu'il passe. Puis avoir des cartes sur Reddit. Encore là, il y a des cartes d'un peu partout, là, mais si vous avez la force d'aller regarder ça, il y a des cartes super bien expliquées sur /mapporn. Pas nécessairement le nom le plus élégant, mais c'est vraiment une source incroyable de gens qui font des cartes. Puis c'est des cartes super claires, super explicatives, super intéressantes. Puis aussi, ça peut nous donner des idées. Quand on a bien à faire une carte, ben, il crée des affaires incroyables. Donc, je mets ça comme information. J'espère ne plus jamais avoir à donner ça dans une formation de GIS, mais ça reste pertinent d'être informé. Donc, les logiciels SIG, il y en a plusieurs sortes. Là, il y a quelqu'un qui l'a touché, VCF, dans le chat. Là. Les SIG, c'est ArcGIS, c'est sûr que c'est le chef de file, mais ça coûte extrêmement cher et c'est un petit peu tannant parce qu'ils sont vraiment omniprésents. Il y a plein de choses qui roulent ArcGIS en arrière, puis dès qu'on a le doigt dans l'engrenage, on est un peu coincé. Malheureusement, j'ai commencé surtout avec le projet Forêt Climat, à travailler beaucoup avec ArcGIS, puis j'aime ça. Malheureusement, là, il y a des choses que ArcGIS, puis c'est pas pour rien, là, c'est une multinationale qui font des milliards, mais ils font des trucs que personne d'autre fait. Donc, pour certains besoins, c'est vraiment ArcGIS qu'il faut utiliser, il n'y a pas le choix. Mais QGIS, par exemple, super intéressant. Moi, c'est ça que j'utilisais presque à 100% avant de tomber avec le projet de passerelle forêt-climat, puis qu'il a fallu que je réapprenne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ArcGIS. Mais je dirais pour les besoins de la recherche, 99, non, peut-être plus 93%, mettons, sauf les gens en hydrologie, QGIS va faire amplement le travail. Combiné, par exemple, à JDAL, qui ça n'est pas du tout intéressant à utiliser pour un utilisateur débutant, parce que c'est quand même relativement compliqué. L'utiliser tout seul, une horreur. Mais l'utiliser, par exemple, vu que c'est en arrière de QGIS, là, c'est vraiment super, ça rend ça beaucoup plus facile, surtout pour le départ. Mais après ça, quand on est rendu meilleur, on retourne dans JDAL, puis on combine ça avec Python, par exemple, ou avec R. Puis là, on peut faire des affaires assez incroyables sans avoir besoin de trucs payants comme ArcGIS. Il y a aussi des logiciels de SIG que les gens sont habitués, mais qui sont gratuits parce que c'est nous le produit. Par exemple, Google Maps, qui a racheté Waze, donc maintenant ça en fait partie, Google Earth. La raison pour laquelle ça coûte pas cher, en fait, c'est généralement gratuit, c'est parce que c'est nous le produit. Puis là, c'est de moins en moins vrai parce que Google Maps, tous les petits trucs qui mettaient gratuits puis qui étaient, moi, je trouvais intéressants, ils ont commencé à faire payer pour, avec des crédits, par exemple, Google. Donc, j'ai vu des projets là, universitaires faits sur Google Maps, mais je dirais si vous travaillez avec des données sensibles, par exemple des données de maladie mentale, des données de pauvreté, puis vous mettez ça dans Google Maps, vous ne savez jamais si demain matin Google Maps va dire si vous ne payez pas, vos données vont être publiques, puis là, soudainement, vous vous ramassez avec un gros problème de données privées ou sensibles qui se ramassent exposées à un peu tout le monde. Donc, c'est pas impossible, je ne l'ai pas jamais vu, mais je le recommanderais pas particulièrement pour la majorité des gens. Donc, ça, c'est les logiciels habituels qu'on utilise, mais quand on utilise des logiciels, habituellement, ce avec quoi qu'on travaille, ça va être principalement ce qu'on appelle des rasters ou, et là, je ne l'ai pas changé, des fichiers vectoriels, mais qu'on appelle souvent shapefile.
Shapefile, c'était anciennement propriétaire d'Esri, mais là, ils ont ouvert ça un peu tout le monde pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, Shapefile et Raster, maintenant, ça s'utilise peu importe le logiciel de SIG. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que dans le fond, un raster, c'est comme une image. Fait que ça peut être une image scannée, une photo, ou un produit, par exemple, du LIDAR, fait que des lasers terrestres, ça fait un nuage de points. Mais quand on veut l'exploiter sur une carte en 2D, ben, il faut en faire des produits du LIDAR. Puis là, ça devient des rasters, donc des couches avec des lignes, des colonnes et des points des pixels, en fait, qui ont chacun une valeur ou plusieurs valeurs. À l'opposé, les fichiers vectoriels, ça va être plus ce qu'on voit d'habitude pour des chemins, des rues, des points sur une carte ou des contours, par exemple un pays, une ville. Donc, tout ce qui est linéaire ou des points, généralement, ça va être dans un shapefile, par exemple. Il y a aussi autre chose qui peut être utilisée, c'est des géodatabases ou des géopackages. GeoDatabase, c'est un produit Esri. Donc, dans le fond, tous les genres de fichiers, là, les shapefiles, les fichiers vectoriels, les fichiers raster, ça peut inclure de la topologie des tables. On pourrait rajouter des fichiers TXT, des fichiers CSV. Ça va tout dans une base de données relationnelle, comme on voit ailleurs, qu'on appelle GeoDatabase. Mais le problème, c'est que GeoDatabase, ça ne s'ouvre pas vraiment à l'extérieur de l'environnement Esri. Donc, le pendant ouvert de GeoDatabase, c'est GeoPackage. Et maintenant, Esri permet de sauvegarder des données en GeoPackage. Donc, si jamais vous recevez un GeoDatabase et puis vous n'avez pas Esri, vous n'avez rien d'ArcGIS, vous pouvez demander que la personne vous réexporte la géodatabase en géopackage pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, à savoir, c'est légèrement plus complexe d'utilisation, donc on n'abordera pas vraiment ça pour là, mais sachez qu'il y a des bases de données relationnelles qui existent pour les données spatiales. Je parlais là, de données vectorielles ou de données raster, dans le fond, l'information qui est contenue dans un ou l'autre des fichiers, il y a deux choses. Il y a toujours une information de localisation, donc soit latitude, longitude, un code relié à la rue, par exemple, et des attributs qui sont, par exemple, la couleur, une valeur de mesure. Là, par exemple, ici, c'est les noms des personnes. L'information, c'est le nom de la rue, mais ça pourrait être latitude, longitude. Puis ben là, c'est la couleur de la maison, puis le nombre d'étages, par exemple. Donc, il y a toujours ces deux choses-là, idéalement, mais ça se pourrait que les fichiers que vous receviez manquent un des deux. Si vous recevez un fichier sans attribut, dans le fond, ce que vous allez avoir, c'est peut-être une liste de coordonnées avec aucune information sur ce qu'est la coordonnée. Donc, ça, c'est un peu tannant, mais si vous avez juste besoin des coordonnées, c'est correct. Par exemple, des endroits où aller, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'information. Mais ce qui est un petit peu plus tannant, c'est quand on a l'information des attributs, mais sans la localisation. Puis ça peut arriver des fois dans des fichiers TXT ou des CSV qu'on se fait donner où est-ce qu'il y a une colonne latitude, longitude, mais qu'on n'a pas donné l'information au logiciel que ces deux colonnes-là sont latitude, longitude. Donc, dans ces cas-là, il faut le faire manuellement. Il faut aller sélectionner quelle colonne contient la latitude, quelle colonne contient la longitude. Ou alors, il faut créer un fichier de toute pièce avec juste le fichier TXT, puis aller manuellement rentrer, ben, telle ligne, c'est telle latitude, longitude, telle ligne, c'est telle latitude, longitude. Donc, je vous souhaite de ne jamais recevoir un fichier qui n'a pas de coordonnées dessus. Ça m'est déjà arrivé, puis c'est relativement long. C'est pas infaisable, mais c'est un peu plate. Et quand on parle de latitude, longitude, là, on tombe dans un univers qu'on ne peut pas complètement aborder en ce moment dans un cours d'une heure parce que il y a des gens qui prennent des années à arrêter de se mêler avec les projections parce que c'est quand même compliqué. Une projection, c'est dans le fond, on a une Terre qui est théoriquement une sphère, mais pas vraiment une sphère. C'est un peu une sphère croche. Puis, il faut la représenter sur un plan en 2D. Puis, le plan en 2D, on essaie, comme dans l'image en haut à gauche, d'avoir des lignes les plus droites possibles. Mais c'est impossible de créer une ligne droite sur
quelque chose qui, en fait, est un peu aplati. Donc, pour en arriver là, il faut faire des calculs. Heureusement qu'on n'a pas à faire, là. C'est maintenant fait automatiquement dans les logiciels comme ArcGIS, QGIS, mais il y a des calculs qui sont faits pour repositionner un peu tout sur la planète, pour l'avoir en 2D. Puis, c'est une approximation, donc c'est jamais parfait, parfait. Et il y en a énormément. Il y a énormément de projections différentes, donc d'espèces de conversions nommées. Là, ils ont chacun leur nom. Puis ces conversions-là, ça peut varier localement. Donc, il y en a juste au Québec, là, je pense qu'on en a 15 ou 18. Donc, c'est des tranches. Là, on a divisé le Québec en petites tranches, puis chaque tranche peut avoir sa propre projection. Sinon, on peut obtenir des projections comme NAD 83, plus générique, qui fait le Québec au complet. Mais sinon, on peut aller plus grand dans le monde avec WGS 84. Ça, c'est que pour le Québec. Après ça, si on va ailleurs dans le monde, ça varie. Puis même à travers l'histoire, ça varie. Des fois, on va voir tantôt, là, mais il y a des fois des projections qui sont éliminées, qui sont rendues trop vieilles, puis ont été améliorées. Donc, c'est une nouvelle projection qui a préséance. Donc, ça se peut que si vous travaillez avec des données historiques, même des données de 10, 20 ou 30 ans, ça se peut que les données que vous ayez ne soient pas projetées avec la même valeur. Donc, il faut reprojeter ça dans un logiciel, puis il faut le faire de la bonne manière. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, là, mais si vous arrivez à un fichier puis que la projection n'est pas bonne, prenez votre temps, apprenez ça comme il faut, puis vous allez être correct. Et les projections, on va le voir dans 30 secondes, c'est teinté de racisme et de colonialisme parce que c'est comme ça, on ne peut jamais s'en tirer. Mais bref, quand ça a démarré, ben, c'était les pays européens, les pays colonisateurs qui voulaient représenter la Terre. Donc, évidemment, c'est les pays européens qui sont en haut de la carte parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que dans la vie qu'on l'ait représenté comme ça, à moins de vouloir mettre des pays colonisateurs en haut des pays moins importants. Et si vous voulez voir un petit exemple, c'est un site qui s'appelle The True Size of. Vous pouvez, si vous cherchez dans Google The True Size of, vous allez tomber directement là-dessus. Puis, ce que ça vous donne, c'est des pays. Fait que vous pouvez chercher les pays que vous voulez. Puis, ça vous donne une idée de ce serait quoi leur taille s'ils étaient situés ailleurs dans le monde. Là, vous voyez qu'en plus de changer de taille, ils changent de forme. Parce que dans le fond, en haut, c'est le dessus de la boule, en bas, c'est le dessus de la boule. Fait que ça, c'est étiré. Et ça vous donne une idée de, tu sais, par exemple, le Canada, il a l'air très gros par rapport à d'autres pays. Mais en fait, si on mettait l'Inde ici, l'Inde, ce serait passablement gros par rapport. Alors que ça a l'air tout petit quand on le met plus proche de l'équateur. C'est parce que les pays équatoriaux sont un peu réduits par rapport à leur taille réelle. Et si vous faites clic droit, vous pouvez éliminer les pays puis en rechercher d'autres. Mais une autre affaire à savoir, c'est que les projections, des fois, ça ne fait pas juste grossir et rapetisser les pays, ça les change d'angle. Donc, dépendant de la projection, là, ça, c'est pour la Chine. La projection de la Chine, ben, ça la tourne un petit peu. Mais si vous recherchez Chine, si vous l'enlevez puis vous recherchez la Chine, il va le mettre dans une autre orientation. Bon à savoir, là, dépendant de votre projection, ça se pourrait que votre pays soit tourné un peu à droite ou à gauche parce que c'est une projection différente. Et peut-être pas nécessairement une projection basée sur cette configuration-là là, de la Terre. Donc, moi, j'ai toujours bien du fun à jouer avec ça un petit peu avant de commencer le cours pour se rappeler que, dans le fond, les projections, comme tout le reste, c'est géré par des pays qui ont décidé que c'était eux les chefs. Donc, ça, c'est bon, c'est mon exemple de True Size of. Et les données, là, des données, souvent, le monde va les collecter eux autres mêmes, mais il y a une relativement nouvelle tendance, de moins en moins nouvelle, mais relativement nouvelle tendance dans le monde, au Québec, au Canada, puis partout dans le monde, de partager, de rendre des données publiques. Donc, par exemple, il y a Données Québec, un portail de données, les données ouvertes du Québec, qui compte des données de Montréal, qui compte des données d'autres villes, mais il y a les données Québec, les données de Montréal.
Puis c'est des données souvent là, pour des formations que j'utilise parce que souvent il y a des bons jeux de données intéressants. Je vous ai mis une liste dans la slide d'après de sources de données que vous pouvez aller consulter. Il y a des données géographiques, il y a des données historiques, il y a des données un peu toutes. Puis évidemment, il y a ma passerelle, mais que ça, c'est des données ouvertes. Il y a quelques données ouvertes au public, mais c'est plus accès académique, là. Pour avoir le maximum des ressources, faut s'ouvrir un compte, mais n'importe quel compte qui marche sur Edgebrome fonctionne sur la passerelle. Puis c'est ça, c'est une liste, là. Je vous ai mis, bon, les liens, là. Mais puis je vous ai mis des liens aussi pour des tutoriels. Il y en a un qu'on va regarder brièvement. Mais il y a des données françaises aussi. La France aussi est assez forte sur les données ouvertes. Fait que je vous ai donné quelques petits exemples. Donc, là, on embarque dans du plus technique un petit peu. On va regarder QGIS, on va regarder ArcGIS aussi, puis voir la différence un peu entre les deux. Vous n'avez pas besoin de le télécharger là. Inquiétez-vous pas de le télécharger. Vous allez pouvoir suivre. C'est vraiment rien qu'un aperçu. Fait qu'il n'y a pas rien qui va être crucial si vous n'avez pas QGIS de télécharger. C'est juste pour vous donner une idée de ce qui peut être fait, puis des choses à retenir quand vous utilisez un logiciel de SIG. Donc, j'ai fait un petit peu déjà le tour là, de qu'est-ce que QGIS fait. Les choses à noter, c'est que vous pouvez rouler des scripts R puis Python dedans. Même chose qu'ArcGIS. La seule chose, c'est que Python a une version de ArcGIS qui est ArcGIS a une version de Python qui est modifiée, qui s'appelle ArcPython. Donc, il y a des choses dans ArcGIS, dans Python, que si vous êtes à l'extérieur d'ArcGIS, ça ne marchera pas. Donc, si jamais vous recevez un code Python fait par quelqu'un, puis vous essayez de le rouler dans QGIS, puis que vous avez des erreurs de choses qui n'existent pas, qui n'arrivent pas à retrouver, puis vous voyez le mot ArcPython, vous allez savoir tout de suite que c'est parce qu'en fait, ça doit être roulé dans ArcGIS. Puis là, après ça, c'est à vous de voir si c'est faisable de le faire sans ArcPython ou si vous allez devoir avoir ArcGIS. La grosse limitation de QGIS, je dirais, c'est si vous faites des trucs serveurs, comme je fais là, une grosse plateforme de partage de données complexe avec des serveurs, avec des utilisateurs, ce ne sera pas approprié, mais sinon, la grosse majorité des choses peuvent être faites par QGIS. Quand vous allez sur le site, pour télécharger QGIS, la seule chose à noter qui est vraiment importante, c'est qu'il y a deux versions. Il va y avoir une version qui s'appelle LTR, puis une version qui est la version la plus récente. LTR, ça veut dire que c'est une version qui va être supportée à long terme. C'est souvent plusieurs années. Puis, c'est des versions qui considèrent relativement stables. Puis, moi, je suis à l'aise habituellement d'utiliser une version LTR. QGIS pour le mieux ou pour le pire, évolue pas énormément. Donc, il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qui s'améliorent de fois à l'autre, mais visuellement, vous n'allez pas avoir un choc total si vous passez d'une version à une autre. Généralement, c'est assez stable. Donc, vous pouvez garder une version LTR super longtemps. Moi, ça m'arrivait de la garder plusieurs années. La seule situation, ce que je dirais, ben, vous n'allez pas avoir le choix de changer, c'est si vous essayez de faire un truc, puis que ça n'existe pas encore, puis là, vous regardez sur Internet, puis vous voyez que c'est annoncé que ça va être dans la prochaine version, ou s'il y a un truc que vous essayez de faire, puis ça ne marche pas. Ça bug, il y a un gros problème, puis tout le monde a le même problème, bien là, probablement que vous allez devoir attendre la prochaine version pour que ça fonctionne. C'est rare que ça arrive, mais si vous êtes dans un cas unique où est-ce que c'est votre réalité, ou si vous développez des plugins pour QGIS, bien là, allez à la version la plus récente pour être sûr que tout fonctionne. Mais sinon, allez-y avec une version stable, une version LTR, vous allez être bien correct. Là, je vais vous donner un petit visuel de QGIS versus ArcGIS. Alors, à gauche, j'ai ArcGIS, puis à droite, j'ai QGIS. QGIS ressemble quand même pas mal à l'ancienne version d'ArcGIS qui s'appelait ArcMap. Là, ce que j'ai ici, c'est ArcGIS Pro. Puis ArcGIS Pro, ça a été un gros changement, même pour les anciens utilisateurs d'ArcMap. Il y a des gens qui refusent même
autant qu'ils peuvent d'utiliser ArcGIS Pro parce que c'est tellement un gros changement quand ils sont vraiment des power users là, puis qu'ils sont habitués dans l'écran. Il y a du monde que ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec ArcMap, puis là, il faut qu'ils réapprennent tout. Moi, ça a bien tombé. Je suis passée de QGIS à ArcGIS Pro. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ArcMap, puis ça s'est quand même fait relativement bien. Mais c'est un gros step, c'est un gros step. Donc, malgré tout, le visuel est relativement proche, là. Vous avez dans le milieu, là où votre carte va apparaître, vous avez des outils, allez avoir un contenu. Ici, ils disent Contents, ici, c'est Layers. Donc, dans le fond, les couches vont apparaître là. Puis là, j'ai des templates que j'ai pas besoin parce que j'ai créé un fichier vide. Donc, quand vous atterrissez, il n'y a à peu près rien, mais ça se ressemble relativement. Ici, c'est ça le gros changement, c'est que vous allez avoir tout dans une bannière en haut relativement compacte. Alors que dans QGIS, vous avez tout un petit peu plus accessible, les trucs habituels, là, comme créer des fichiers, sauvegarder des fichiers. C'est un peu tout accessible rapidement, tandis que l'autre, c'est dans des menus un petit peu plus cachés. Quand vous voulez accéder à des outils, par exemple dans ArcGIS, ben là, vous avez ce qu'on appelle Geoprocessing ou sinon, vous avez dans Analyse un petit peu de difficulté à vivre, Tools. Puis là, vous pouvez chercher des outils comme si on cherche, par exemple, Raster. Vous voyez qu'ArcGIS, il y a énormément d'outils et des fois, on peut s'y perdre. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec ArcGIS, c'est qu'il y a toujours un support. Il y a toujours une page web qui va décrire quoi faire. Pas toujours très bien, mais au moins, il y a toujours l'information pertinente. Dans QGIS, c'est la même chose. Ben, vous allez les chercher dans des plugins. Puis les plugins, c'est fait par des gens. Donc, c'est pas nécessairement fait par QGIS, pas nécessairement géré par QGIS. Donc, des fois, vous allez tomber, je pense que c'était celui qui était un bon exemple. C'est ça, celui-là, par exemple, qui n'a pas été maintenu depuis 2021. Donc, ça se pourrait que vous tombiez sur un plugin. Puis le plugin, c'est 100% de ce que vous vouliez faire. C'est parfait. Mais là, ça n'a pas été modifié depuis leurs 3 versions stables de QGIS, puis ça ne marche pas. Puis la personne, Denis Rousseau, est parti. Il ne fait plus ça du tout. Il n'offre pas de support. Puis là, vous êtes un peu coincé. Vous avez un peu à tout refaire vous-même. Donc, ça ne coûte rien, mais il y a plus de travail à faire parce que ça se peut que vous ayez à le faire refaire vous-même ou à régler des problèmes vous-même. Mais en même temps, si vous créez quelque chose puis vous voulez le diffuser, beaucoup plus facile dans QGIS que dans ArcGIS. Sauf que si vous le diffusez, ça devient votre responsabilité. Donc, ArcGIS, ici, on voit en haut que je suis connectée à la passerelle forêt-climat. Je l'ai fait pour me connecter avec mon compte UL, donc je mets mon IDUL, mon mot de passe, puis c'est connecté automatiquement. Ça, c'est super le fun parce que ça me permet d'avoir accès à mes données quand même rapidement. Fait que j'ai des données sur le site, fait que je clique dans Portal, je clique sur le contenu, puis là, j'ai accès à toutes les données qui sont disponibles publiquement sur, sur le serveur qui est à l'Université Laval. Et si on veut, par exemple, aller chercher un fichier, bien, je n'ai qu'à faire clic droit sur le fichier, puis là, je l'ajoute à une nouvelle carte. Puis là, il me crée la carte, il va chercher les données sur le réseau, il me crée la carte. On peut avoir des données locales aussi, mais là, je vais parler de l'équivalent. Si vous avez des données sur un réseau dans QGIS, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est l'argent qui est investi dans ArcGIS qui, évidemment, rend ça beaucoup plus facile. Donc là, il nous crée ça, il nous ajoute les données, il nous les affiche. Là, il faut que je les mette comme ça. Bing, bang. J'ai mes données et là, c'est mon intendant des données qui s'est occupé de toutes mettre les données, les formater, mettre une valeur de couleur et de grosseur de la ligne par type de chemin. Ça, c'est tout à la forêt Montmorency, donc c'est des données qu'on a disponibles. Puis il m'a rajouté en plus des cartes en arrière que si ça me plaît, je peux les laisser, sinon je peux les modifier parce qu'on appelle ça des base maps. Puis ArcGIS a une liste de base maps, donc de cartes de fond
qui sont disponibles gratuitement. Fait que là, je pourrais ajouter celle-là, une qui est grise. Pour la publication des cartes en noir et blanc ou les cartes grises, c'est l'idéal parce que ça s'imprime mieux. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une carte, puis c'est une carte de base, fait qu'elle l'affiche en arrière automatiquement, ce qui n'est pas le cas dans ArcGIS, dans QGIS. Puis, on peut les bouger, on peut les mettre en haut, en bas, on peut les bouger. Puis, dans le fond, les couches ou le contenu dans ArcGIS ou les layers dans QGIS, il faut s'imaginer que c'est des couches de peinture. Mais pas juste des couches de peinture qu'on peut enlever ou superposer ou retirer, ils peuvent se parler entre eux aussi. Donc, ça se pourrait que je puisse faire un calcul à partir de la couche de réseau routier sur une autre couche en dessous, par exemple, une couche de valeur d'accident. Donc, je pourrais utiliser ces deux couches-là pour faire des calculs, faire une analyse statistique pour regarder exactement c'est quoi mes zones les plus dangereuses, par exemple, sur la route. Donc, ça se fait quand même relativement facile dans ArcGIS, mais ce n'est pas impossible d'arriver au même résultat ou un résultat très similaire dans QGIS. Là, dans le cas présent, c'est un serveur S3. Donc, ce n'est pas vraiment facile de se connecter avec QGIS. Il faut utiliser ce qu'on appelle des API pour pouvoir se connecter. Je ne l'ai pas fait avec le serveur, mais quand on a les données, par exemple, quelqu'un a accès aux données, puis c'est des données qu'ils ont le droit de partager, c'est possible d'exporter les données. Donc, par exemple, j'ai mes données de réseau routier, je peux aller dans Data et Export Features. Là, il n'y a pas grand-chose à faire de particulier. Là. Ça va l'exporter. Là, c'est des fichiers linéaires, donc ça va exporter un shapefile. Je pourrais l'exporter d'une autre manière dans d'autres formats, mais la manière la plus efficace, c'est shapefile. Puis, là, moi, je l'ai déjà fait. Là, regardez ici, il me l'appellerait Réseau routier Export Features, puis il me créera un shapefile. Moi, je l'ai déjà fait. Et QGIS n'a aucun problème à lire des shapefiles. Donc, j'ai mon fichier vide ouvert, puis ici, j'ai qu'à cliquer sur Open Data Source Manager. Et il ne faut pas que j'ouvre un raster parce que ce n'est pas ça. Mais j'ouvre un vecteur. Et si je sélectionne le vecteur réseau routier, là, vous voyez que mon fichier shapefile que j'ai sauvegardé, il n'y a pas rien qu'un shapefile. Il y a le fichier shapefile, SHP pour shapefile, mais il y en a un tapon d'autres. Puis quand vous voulez partager un shapefile, il faut que vous partagiez tous les fichiers qui vont avec, parce que c'est des fichiers qui contiennent d'autres informations. Puis à peu près tout le monde fait cette erreur-là au départ, c'est qu'ils partagent que le fichier shapefile. Puis la personne essaie de l'ouvrir, puis ils font comme, mais il n'y a rien là-dedans. Il manque plein de trucs. Mais c'est parce que tous les fichiers qui vont avec communiquent avec le shapefile pour donner des informations de géolocalisation, de couleurs, etc. Donc, dans ce cas-ci, on ne fait que lire le shapefile, mais si vous voulez partager, faites-vous un zip avec tous les fichiers qui ont rapport. Le SBN, c'est important, DBF, c'est important, tous ces fichiers-là sont importants. Donc, on ouvre notre ami shapefile. Et vous voyez que là, évidemment, il n'est pas allé se connecter sur le serveur pour aller savoir quelle couleur et quoi. Donc, il faut le faire manuellement dans notre cas. Et tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais dans Layers et je double-clique sur Réseau routier. Et là, ça m'amène ce qu'on appelle la symbologie. Donc, c'est le même terme dans ArcGIS et ArcGIS, c'est symbologie pour parler des qualités visuelles de notre jeu de données. Donc là, ici, ce que je veux, c'est les catégoriser. Puis je sais quelle valeur parce que c'est les données avec lesquelles je travaille. Je sais que ça a été catégorisé sur la colonne classe chemin 1. Et fait que je lui dis, catégorise-moi ça sur classe chemin 1. Puis je fais classify. Puis là, il est allé me chercher les valeurs qui existent déjà, qui est dans la colonne. Puis on voit que, bon, Naïm, l'intendant des données, est allé éditer certaines couleurs pour qu'on ne se confonde pas. Fait que là, j'irai directement sur celui-là en double-cliquant en disant, ben moi, je veux que tout soit gris. Fait que, ou tout noir, par exemple. Là, je pourrais aller les changer un après l'autre, aller changer tout noir. OK, OK, ça me semble beau. Mais là, je fais OK.
Puis là, vous voyez, c'est pas la même chose parce que j'ai pas fait d'effort à regarder exactement les mêmes couleurs. Ici, c'est les couleurs de l'Université Laval pour fitter avec le site web. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai mis d'autres couleurs. Mais l'important à savoir, c'est que on peut arriver relativement au même résultat, que ce soit QGIS ou ArcGIS. Il y a certaines choses comme les cartes de points chauds, les heatmaps, que ça fait pas vraiment. Moi, je préfère dans QGIS que dans ArcGIS. Mais sinon, la majorité des affaires, vous pouvez avoir accès à peu près le même résultat. Là, si je voulais mettre une carte de fond en arrière, ben là, je pourrais aller, on se rappelle de OpenStreetMap. Là, j'ai double-cliqué sur OpenStreetMap, puis je la mets en arrière, puis je vois que c'est la OpenStreetMap, c'est les cartes libres. Puis, si, admettons, j'aime pas trop le résultat parce que je trouve qu'OpenStreetMap est pas super précis, il y a un plugin qui s'appelle Quick Map Services. Là, je l'ai déjà installé, mais Quick Map Services, je peux aller chercher d'autres cartes. Puis je peux ajouter des cartes. Là, si je connais des types de cartes que quelqu'un dit «Ah, vous devriez utiliser celle-là», mais je peux le connecter, je peux connecter Quick Map Services à un provider, à un organisme, par exemple, qui donne des maps. Et là, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'il peut aussi accéder à des cartes Google, Bing et Google encore. Même chose que ArcGIS, mais je vais essayer de mettre les deux. Bizarrement, là, surtout pour la foresterie, si vous avez des cartes forestières à montrer, Bing a des cartes plus récentes et de meilleure qualité. L'imagerie satellite, il y a beaucoup d'endroits puis beaucoup de professionnels de foresterie, par exemple, qui vont utiliser les cartes Bing au lieu des cartes Google Maps. Là, je passe de un à l'autre. Dans les décochants, on fait disparaître une vue par rapport à une autre. Puis les cartes Bing, pas négligeables comme qualité. Puis aussi, là, je le fais apparaître, là, dépendant du niveau où ce qu'on est de zoom, ça se peut que la carte date pas d'exactement la précision. C'est une carte qui date de peut-être avant ou après. Fait que là, on voit que c'était une journée avec des nuages. C'est quand on zoome un peu plus proche, mais si on se dézoome, mais là, il n'y a pas les nuages. Fait que à faire attention, mais ça, c'est plus, ce serait des cas de foresterie. Mais si à la maison, vous avez besoin de corréler la quantité de champs là, dans une ville qui était très, très agricole, puis que là, c'est devenu très urbain, par exemple, ben, ça se pourrait que vous ayez un intérêt à aller regarder des cartes satellites comme ça. Puis, Bing, relativement bon. Microsoft, des fois, il faut leur donner. Donc, c'est pas mal ça pour les données, l'utilisation générique, je dirais, de QGIS et ArcGIS. Bref, vous pouvez faire pas mal les mêmes affaires, surtout pour la création de cartes. Si vous voulez faire des créations de cartes pour publication, je vous dirais, si vous n'êtes pas habitué, même si vous êtes habitué, prévoyez-vous un bon 3 jours pour arriver à tout faire les petits détails. Vous arrivez à quelque chose qui est un résultat intéressant, là. Si vous êtes vraiment rapide puis que vous êtes habitué avec vos données, ça se peut que ça vous prenne une journée, mais mettez-vous là une bonne semaine à faire ça, puis vous allez peut-être être surpris que ça vous ait pris la semaine au complet. Même moi, là, quand je fais des cartes un petit peu ésotériques, là, des fois, ça arrive que j'ai de la misère à trouver. Il faut que je me reprenne, puis je reprenne mes zooms pour être sûr que tu sais, je cadre bien mes affaires. Là, puis ça peut prendre énormément de temps. Là, ce que je vais faire, il reste une vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure. Je vais vous montrer, parce que c'est ça, moi, mon background, c'est pas mal, c'est la foresterie. Mais il y a une affaire que j'ai découvert il y a 2 ans, c'est que, par exemple, en histoire ou même en foresterie, des fois, ça arrive, là, mais il y a du monde qui travaille avec des vieilles cartes. Puis, on m'a suggéré un tutoriel je pense que c'est le bon Geospatial Historian, non, c'est lui, Programming Historian. Puis ça, c'est un super tutoriel qui est un petit peu, il y a certaines affaires qui sont plus valides,
mais le gros de l'information est encore super pertinent. On va le faire rapidement, juste pour vous montrer à quel point c'est quelque chose qui, dans le temps, était vraiment compliqué à faire. Puis maintenant, avec des systèmes de SIG, on peut faire ça quand même sans trop de souffrance. Puis, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte qui avait été numérisée, qui date de la fin du 19e siècle, puis on va la positionner sur une carte moderne, dans le fond, sur une carte qui peut être naviguée en bougeant la carte à droite puis à gauche. Donc, je vais refaire je vais repartir avec un fichier vide. Puis, ça va nous faire penser aux projections, parce qu'il va y avoir beaucoup de travail de projection là-dedans. Puis, honnêtement, là, les SIG, 99% de notre temps, on check les projections. C'est à peu près rien que ça qu'on fait. Là, ce qu'on va créer d'abord, c'est on va aller investiguer les données. Les données sont toutes disponibles dans le tutoriel. Vous pouvez toutes les télécharger. J'ai téléchargé ça hier pour être sûr que c'était encore tout valide. J'ai tout téléchargé hier, puis c'était parfait. Donc là, on va télécharger, premièrement, le contour. C'est à l'île du Prince-Édouard. Donc, on a un contour de l'île du Prince-Édouard. Et comme c'est des lignes, puis c'est un contour de ville, en fait, de province, non. Comme c'est un contour d'une île au complet, c'est un vecteur. Donc, fichier vectoriel qui va être un shapefile. Ah, en passant, le point SHP, c'est pas de la nomenclature officielle. C'est juste un dossier qui s'appelait point SHP. Je vais faire la même chose. Des fois, c'est intéressant de rajouter dans le dossier de l'information sur, par exemple, la projection ou le type de fichier qu'on a dedans. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un point SHP en lettres majuscules, c'est pas grave. Donc là, on a Township de l'île du Prince-Édouard, polygone, point SHP, donc shapefile. Puis là, on l'ajoute. Ah, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. Et là, ce qu'on voit ici, en bas à droite, c'est Unknown CRS. Puis là, c'est pour mon projet au complet. Si on clique là-dessus, on voit que ce qu'il me dit, en fait, c'est que je n'ai pas de système de référence pour mes coordonnées. C'est-à-dire, la projection n'a pas été déterminée. Puis là, dans le tutoriel, il nous dit spécifiquement d'utiliser cette projection-là, qui est NAG 83, qui est utilisée souvent au Québec et au Canada, mais spécifique à l'île du Prince-Édouard. Donc, il nous dit de chercher 2291. Puis là, on voit que ça fait uniquement l'île du Prince-Édouard. Il y en a plein d'autres. Si on regarde des systèmes de référence, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et on veut spécifier ça pour le projet au complet. Fait que là, c'est carrément le projet dans QGIS qui est CRS 2291. Et là, il va nous donner des options. On va prendre celui-là. Est-ce que ça va nous le faire crier un peu? Ah non, il ne crie pas. Ah, normalement, il devrait crier. Je ne sais pas pourquoi hier il criait. Des fois, il crie, il ne crie pas. Mais c'est le 2291. Normalement, il devrait nous dire que c'est une approximation parce que c'est une vieille projection qui a été changée relativement récemment et qui est maintenant remplacée par une autre 44, je ne sais pas quoi. Mais si je ne me trompe pas, puis je regarde lui, si je fais clic droit, puis je lui demande de changer la projection pour la couche, là, on voit que sa projection, là, c'est une projection pas valide, mais je peux lui demander de le mettre à 2291. Puis là, ça marche. Le projet est à 2291 et le fichier. Ce qui arrive dans QGIS, c'est qu'il va être capable de faire ce qu'on appelle la reprojection à la volée. Donc, il va prendre les fichiers, des fichiers qui n'ont pas tous la même projection. Donc, vous pourriez mettre des fichiers de l'île du Prince-Édouard, des fichiers du Cameroun qui ne sont absolument pas dans la même projection. Puis, QGIS va dire, pas de problème, moi, je les affiche. Tu as décidé que la projection de ton projet, c'est 2291. Parfait, en fait, c'est NAD 83, c'est SRS 98. Parfait, moi, je t'affiche tout là-dedans. Mais le jour où vous allez vouloir faire des analyses en utilisant les différentes couches,
ben là, il va dire, ouais, mais là, tu en as une qui est dans telle projection, une qui est dans l'autre. Puis ça se pourrait que vous ayez des projections que les unités, ce soit en degrés, minutes, secondes, que ce soit en mètres, que ce soit en pouces, que ce soit, vous pourriez en avoir plein. Puis si vous commencez à vouloir calculer des distances entre une couche qui est en mètres puis une couche qui est en pieds, ben là, ça se pourrait que le résultat que vous obteniez ait aucun sens, que vous ayez des chiffres qui n'ont pas de bon sens. Donc, toujours, toujours, toujours garder en tête, c'est quoi euh, la projection de votre projet, c'est quoi la projection de vos fichiers, puis c'est quoi les objectifs que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez avoir un calcul qui est fait en mètres? Dans ce cas-là, il faudrait que vous passiez à une projection qui est en unité métrique. Mais si vous avez besoin d'avoir des pouces carrés, ben, dans ce cas-là, vous devriez avoir une projection qui est en unité impériale. C'est pour ça que quand on commence à toucher à ça, on en a pour des jours à discuter des différentes projections et des conséquences d'avoir différentes projections. Mais vous, dans le fond, l'idée que vous devez garder en tête, c'est sachez c'est quoi la projection que vous avez besoin pour votre projet, retenez-la, puis utilisez-la dans tous vos fichiers. Puis vous pouvez setter les projections, vous pouvez convertir les projections, là, ça, vous pouvez le chercher sur Internet, il y a des guides assez faciles à suivre, mais mêlez-vous pas dans vos projections. C'est la seule chose que vous devez retenir. Donc là, on a notre fameuse carte de l'île du Prince-Édouard. Et ce qu'on veut pouvoir mettre, c'est une carte qui a été scannée qui date du 19e siècle. Donc, là où ça varie entre la réalité et le, le tutoriel, c'est que, en tout cas pour moi, dans la version que je viens de télécharger, GeoReferencer est rendu intégré à QGIS. C'est plus un plugin à télécharger séparément. Puis ça arrive des fois. Ça arrive qu'on utilise un plugin longtemps, puis il est tellement populaire qu'un jour, QGIS dise, ben, on va l'intégrer dans nos choses, dans nos menus normaux, parce qu'il y a tellement de monde qui l'utilise que maintenant, ça devient notre responsabilité. Donc, ça se pourrait qu'un jour, le plugin disparaisse, ne soit plus accessible, mais qu'il soit juste rendu par défaut dans QGIS. Donc, encore plus facile qu'avant, vous cliquez sur Layer et là, vous appelez GeoReferencer. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va géoréférencer une carte qui a été numérisée de chez quelqu'un. Donc, on va sélectionner la carte, c'est un fichier JPEG, ça pourrait être un TIFF, ça pourrait être un PNG, ça pourrait être plein d'affaires. L'important, c'est que ce soit une image. Et on double-clique dessus. Et là, on voit qu'il a sauvegardé mes points. J'aurais dû déliter le fichier de points, mais c'est pas grave. Ça va juste aller plus vite, étant donné qu'en plus, il faut sauver du temps. Donc, ça, c'est la carte qu'on a de l'île du Prince-Édouard, qui date de 1863. On peut la regarder, puis là, on voit que ça a été fait à la main. Donc, forcément, c'est pas aussi précis qu'une imagerie satellite ou que des fichiers officiels du gouvernement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette image-là, puis on va dire, je mets un point, puis ce point-là, je mets le même point au même endroit sur la carte. Donc, ça, je donne une information à QGIS qu'il s'agit du même endroit. Puis, il va distorsionner la carte pour réussir à la faire fitter sur la vraie carte du monde, ou en fait, la carte du monde avec la projection qu'on lui a donnée. Puis là, vous voyez que j'ai déjà commencé. Hier, j'ai mis des points. Et j'ai commencé par là, j'ai mis un point, j'ai mis un autre point. Puis là, vous voyez qu'il y a un point et un trait. Bien, dans le fond, c'est que ça me donne la différence entre le point sur ma carte et le point dans la réalité. Et une affaire que j'ai oubliée, c'est que avant de commencer, avant de mettre les points, vous allez dans la configuration de la transformation. Parce que dans le fond, il va devoir transformer une image là, qui n'existe pas sur la Terre en image associée à des points sur la Terre. Donc, ce qui vous déterminez, c'est sa projection. Dire, ben, cette image-là, en fait, est projetée sur 2291 ici. Et là, j'avais coché sauvegarder les points. Parce que si vous voulez réutiliser, le refaire, l'améliorer, vous pouvez sauvegarder les points, puis il va les réutiliser. Il va vous envoyer un petit il va vous mettre un petit fichier à côté qui va sauvegarder les points. Puis vous allez être bon pour les modifier. Donc, je demande aussi de mettre le projet sur la carte quand c'est fini.
Et ça ici, vous pouvez le laisser là. Si vous êtes rendu expert, vous allez savoir exactement quel genre de méthode vous voulez utiliser, mais Nearest Neighbor, c'en est une assez classique qui marche quand même bien pour ça. Donc là, ici, j'avais déjà commencé à mettre des points. Puis là, on voit là, que ça, c'est le numéro de mon point. Tu as la source et la destination. Fait qu'il me fait latitude, longitude, latitude, longitude sur l'image, latitude, longitude sur la carte, puis le delta entre les deux qui est ici. C'est quoi la différence entre les deux? Puis il va tout refaire. Là, si je voulais rajouter d'autres points, parce que c'était pas parfait hier. Quand je l'avais mis, quand j'avais fini ça, ça donnait pas un alignement parfait. Fait que là, mettons que je veux aller ici. Et là, c'est là que le fun embarque. C'est que ça a l'air pas compliqué jusqu'à temps qu'on aille à le faire pendant 14 heures de temps. Puis qu'il faut faire tous les petits coins, tous les petits dénivelés. Fait que là, je mets un point là, je vais essayer de le retrouver sur la carte. Donc là, il me dit coordonnées. Si vous avez déjà la liste des coordonnées, c'est super, vous les tapez là-dedans, vous ne vous cassez pas la tête. Mais là, il faut que j'aille chercher sur ma carte. Là, je vais essayer de ne pas me tromper, je pense que c'est lui ici. Puis là, je vais essayer de le remettre exactement à la même place. Mais il y a une petite touffe ici, je vais peut-être la mettre entre les deux, puisque c'est peut-être approximatif. On regarde. Bon, vous voyez, il y a quand même une différence, mais ça me semble quand même acceptable. Là, je peux en rajouter, mettons, si je le grossis un peu. Mettons, je vais aller à l'autre extrémité ici. Là, je vais aller sur la carte, puis là, je vais aller chercher l'autre extrémité là. Je pourrais aller vraiment le plus précis que je peux. Là, je fais OK, puis là, on voit qu'il y a une petite différence. Fait que là, j'en ai quelques-uns. Puis là, vouloir faire ça pour, mettons, une thèse, là, ben, j'irais là, vraiment dans tous les coins, tous les angles possibles. Puis j'irais même dans le centre pour être sûr de trouver que, tu sais, je ferais mes lignes, point là, ligne, point, pour être sûr que toutes mes jonctions de délimitation là, fit précisément sur la carte. Là, pour l'instant, on va aller voir c'est quoi le résultat juste là. Fait que je fais play, mettons. Puis là, faites attention parce qu'un TIFF, c'est vraiment beaucoup plus gros qu'un JPEG. Fait que là, il va nous créer un TIFF. On va laisser ça, c'est correct comme ça. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fermé. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. OK, c'est bon, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Ça m'a bugué. Si ça me revient, je finirai cette idée-là. Donc là, si je regarde ici, je vois que ma carte initiale est par-dessus la carte qui a été scannée. Puis on voit que c'est pas trop pire. C'est pas... ça se ressemble. Si je voulais juste mettre la carte générique sur la planète, je m'arrêterais peut-être là. Mais si j'ai vraiment besoin de faire une comparaison historique entre les données d'aujourd'hui et les données anciennes, j'irai refaire une étape de géoréférençage. Là, ici, je vais juste modifier, juste pour qu'on puisse regarder. J'ai double-cliqué sur mon polygone, là, sur mon fichier de polygone, puis je vais mettre la couleur de remplissage à rien. Là, je vais mettre l'opacité à 0 pour qu'on puisse voir juste les contours. Puis là, on voit que c'est ça. Ici, là, ça, c'est pas très bien aligné. Puis on voit que ça, ce serait relativement facile de les remettre réalignés. Puis même ça ici, je ne sais pas si on arriverait, mais il y a plein de points là. Ça ici, ce serait facile d'aller remettre les coins aux bons endroits. Puis QGIS va pouvoir, ah oui, c'est ça que je disais, QGIS va pouvoir tout reformer, mais il faut faire attention quand on fait plusieurs versions de ça, il va nous créer chaque fois un TIFF. Donc, si on crée plusieurs gigs à chaque fois qu'on fait une nouvelle itération, par exemple, si on est vraiment intéressé par la rivière, il faudrait faire le contour de la rivière exactement au même endroit. Puis on voit que mon contour de rivière est pas super bon. Puis même contour de l'autre côté, là, non, ça se passe pas très bien de ce côté-là. Fait qu'il faudrait revenir, faire plusieurs itérations. Donc là, ça vient de la gestion de données. Si vous avez 10 itérations à 2 gigs chaque, vous avez pris 30 gigs d'espace sur votre disque, ce qui peut rapidement le remplir. Donc, allez retourner, même si votre JPEG est tout petit.
c'est pas grave, il va nous créer un autre format de fichier qui va être quand même plus gros. Puis, ben, dans ce cas-là, il faut vous retourner dans vos fichiers, il faut que vous sachiez où est-ce que ça a été sauvegardé, puis vous enleviez les anciennes versions là, pour être sûr de ne pas remplir votre disque dur. Mais pour les besoins de la cause, là, en ce moment, je vais m'arrêter là parce que ça me satisfait. Mais c'est quelque chose qui, historiquement, était super compliqué parce qu'il fallait regarder les cartes, essayer d'approximer qu'est-ce qui était où. Mais là, de nos jours, on peut juste aller modifier et en quelques minutes, ou des fois, ça peut prendre plusieurs minutes, dépendant de votre ordinateur et du nombre de points. Mais vous allez même là, on pourrait facilement commencer à faire du travail pour savoir qu'est-ce qui est où, puis voir qu'est-ce qui a évolué dans le temps. Donc, c'est un petit exemple que je trouvais super le fun parce que nous, d'habitude, en foresterie, puis en biologie, quand on a à faire ce genre de choses-là, c'est avec des images satellites, par exemple, modernes, qui s'alignent relativement bien. C'est pas des trucs dessinés à la main il y a plusieurs années. Ça peut arriver pour des historiens, des gens qui travaillent sur les changements climatiques, par exemple. Ça peut arriver qu'on travaille sur des anciennes cartes. Mais j'ai l'habitude, moi, de travailler avec des cartes modernes. Donc, quand quelqu'un m'a dit non, mais en fait, dans l'histoire, c'est super commun de vouloir géoréférencer des cartes, je me suis dit, cool, j'apprends ça. Puis, en fait, pas si compliqué. C'est juste que c'est du travail de moine, là, où il faut aller faire tous les contours au lieu de mettre 3 points, ça s'aligne, puis t'es comme, c'est bien correct. Fait que c'était pas mal la démo là, pour les 10 dernières minutes. En fait, je vais prendre 5 minutes pour faire un petit wrap-up, puis il nous restera un 5 minutes s'il y a des questions. C'est là. Parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à intégrer à peu près tous les cours, puis dans le GIS, surtout, vu qu'il y a tellement de données de GIS, parler de la légalité des données, en fait, de toute la partie de législation qui entoure les données, c'est de plus en plus important. Puis, je vais commencer par une petite histoire d'un autre logiciel qui s'appelle OpenRefine, que j'aime bien utiliser, puis j'aime bien enseigner aussi, qui permet de nettoyer des données. Puis, c'est des données, entre autres, spatiales. C'est des données de punaises de lit qui sont disponibles sur les données ouvertes Québec. Puis, c'est des données que j'aime utiliser pour les analyses et pour utiliser OpenRefine parce que c'est théoriquement des données relativement stables. Mais aussi, dans la description, ils disent que c'est des données qui sont anonymisées. Donc, normalement, c'est des données de déclaration de punaise de lit. Donc, les exterminateurs vont remplir un formulaire, puis disent à peu près c'est où qu'a été la déclaration de punaise de lit. Mais le problème, c'est que c'est pas tellement bien anonymisé. Moi, je pensais qu'elle allait comme prédéterminer des coins de rue où est-ce que tous les points se ramassent, mais non, en fait, là, des fois, ils sont dans le parking à côté. Puis, je me suis rendu compte qu'en nettoyant les données, en les mettant dans Google Maps et en croisant avec les données de Google Maps, ça, dans le fond, les données des commentaires sur Google Maps, c'était vraiment pas compliqué de trouver quels sont les bâtiments qui ont des problèmes de punaise de lit. Mais le problème, c'est que c'est vraiment grosse majorité des bâtiments qui vont être utilisés par des gens qui viennent d'immigrer ou qui sont des résidents temporaires. Puis, ça vient toucher à tout un domaine de c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre responsabilité par rapport aux données? Est-ce que c'est éthique de commencer à aller prendre des données de localisation, des données qui te permettent d'identifier et où sont les humains, puis quelles conclusions on devrait tirer par rapport aux humains. Parce que c'est facile, puis surtout quand je fais le cours OpenRefine, les gens immédiatement ils connaissent Montréal, puis ils se disent oh, je veux savoir où sont les punaises de lit. Puis c'est facile de faire le lien entre punaise égale pauvreté, pauvreté égale immigration, puis là, immigration égale saleté. Est-ce qu'on veut faire ce lien-là, puis est-ce que c'est ça qu'on veut faire comme dans nos recherches ou dans nos cours? La question est ouverte, mais heureusement, le Québec et un peu partout dans le monde, la question va demeurer de moins en moins ouverte parce qu'il y a tout un pan de la législation qui commence à se créer autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont collectées
et on a une responsabilité envers ces données-là. Puis là, un des premiers gros mouvements, c'est la loi 25. Donc, c'est plus pour la sécurité des données, en fait, mais c'est un début là, où est-ce que les gouvernants commencent à être alerte à la question de ben là, on détient des données, on détient de l'information, qu'est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on s'assure d'encadrer ça légalement pour qu'il n'y ait pas de problème relié à ça, là, pour les gens et pour les organisations. Comme par exemple, la loi 25, on est responsable personnellement quand on a des données à gérer qui sont des données personnelles. Il y a un tribunal associé à ça. Puis il y a des amendes, puis il y a des peines de prison qui peuvent être associées à ça. C'est pas nécessairement pour monsieur, madame, tout le monde ou pour, mettons, un étudiant, là, mais disons l'Université Laval, il pourrait avoir des gens, et beaucoup plus de gens qu'on pense, qui pourraient être en prison s'il y avait des grosses brèches de données et que les gens n'avaient pas fait les étapes minimales pour protéger les données. Donc, c'est un début, mais après ça, ça nous fait penser, ben, quand on fait un sondage en ligne, par exemple, des fois, les sondages, par défaut, ben, ça va se mettre à collecter des informations sur leur position, même sur l'adresse IP, que des fois, on peut aller retracer de quoi d'assez précis comme géolocalisation à partir d'une adresse IP. Des fois, par défaut, on se dit, ah, on va demander le code postal ou l'adresse, mais est-ce qu'on a besoin de cette donnée-là pour arriver à notre conclusion? Il faut toujours se garder en tête parce que on détient des données qui sont peut-être sensibles sans même qu'on y pense. Des fois, le suivi automatique des véhicules, des fois, dans certains sondages automatisés, s'il y a le GPS, suivi GPS, ben, on pourra avoir le suivi complet d'une personne qui a marché toute la journée, puis on sait exactement où sont allés. Puis s'ils font ça à chaque jour, ben, on se rend compte, ah, moi, je voulais seulement savoir c'est quoi son rythme cardiaque, mais là, je me rends compte que je sais qu'ils sont allés voir mamie, sont allés voir les voisins, puis sont allés faire l'épicerie. Qu'est-ce que je fais avec ces données-là? Puis ça, c'est le début, c'est que le début. Fait qu'on commence à décortiquer ça, mais c'est pas. Il en reste beaucoup à faire, là. Donc, c'est ça. C'est toujours mon PSC là, à la fin des cours pour être sûr qu'à partir du moment où on travaille avec des données, puis surtout des données géospatiales, on se met à extraire beaucoup de choses qui peuvent être sensibles. Donc, c'est pas mal tout pour moi. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Sinon, vous pouvez les poser là, live dans le chat si vous avez une question pressante.